capital. Il a pris le contrôle d'Arcelor grâce à Goldman Sachs. Il est membre du conseil d'administration de Goldman Sachs, qui fait des opérations. Or ça, c'est contraire avec le secteur de l'acier. Le secteur de l'acier, c'est des cycles économiques de très long terme, qui se retournent. Vous allez faire des investissements considérables, et puis ça se retourne. Bon. Donc c'est contraire avec des rythmes qui sont des rythmes immédiats. Donc ça, il ne faut pas que ce soit Goldman Sachs, il faut que ce soit nationalisé. Bon. Et il y a d'autres secteurs, ça peut être géré en coopérative. Voilà. Il faut qu'il y ait cette diversité, parce que c'est aussi la meilleure manière de créer des emplois. La deuxième idée, c'est un peu ce que je poursuivais dans ma tête de ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'il y ait une planification, on appelle ça au fond gauche une planification écologique, qui soit capable de donner une cohérence au développement économique du pays. Les libéraux, eux, ils disent c'est le marché qui donne la cohérence. Mais c'est une bêtise, je veux dire. Regardez la situation de Renault. Renault est en difficulté parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans les gammes supérieures et tout ce que vous voulez. Ça, c'est la présentation qui vous en est faite. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à vendre les gammes moyennes ou les gammes inférieures? Parce que les gens moyens et les gens inférieurs, dans les catégories sociales, ont eu une baisse de salaire, une stagnation des salaires, et n'ont pas les moyens de renouveler leur voiture. Donc, les segments qui fonctionnent, c'est les segments des voitures les plus chères, parce que c'est ceux qui ont continué à avoir les moyens de racheter des voitures. Bon. Donc, tout ça se tient, c'est un modèle économique et c'est aussi un modèle social. Si vous n'avez pas une politique sociale qui permet aux ouvriers, aux employés d'acheter des automobiles, vous ne pouvez pas avoir une politique industrielle de développement de ces automobiles qui fonctionne. Bon. Il faut faire aussi de la reconversion. On nous dit, il faut faire de la voiture électrique. Bon, mais si on fait de la voiture électrique, il faut se poser la question de comment on produit l'électricité. Si c'est le nucléaire comme aujourd'hui, il faudra qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on règle le problème là au Mali, parce que c'est pas très loin de l'uranium du Niger, bon, etc. Il faut qu'il y ait de la planification, il faut qu'on soit capable de mettre les différents secteurs en cohérence les uns par rapport aux autres. Ce qui a fonctionné pendant des années, le capitalisme des années des 30 glorieuses, il y avait une cohérence. Il y avait des gens qui faisaient l'automobile, mais vous aviez aussi des entreprises nationales qui développaient l'industrie pétrolière française. On n'a pas de pétrole en France, pourtant on a l'un des plus grands groupes pétroliers du monde, parce qu'il y avait une volonté politique de développer ça. Vous aviez des routes, vous avez tout ça, ça fonctionne ensemble. Vous ne pouvez pas laisser les routes se casser la figure, libéraliser le pétrole, prétendre qu'on va continuer à intervenir dans l'automobile. Bon, qu'est-ce qui fait l'actionnaire public de Renault? Il faut un État qui soit stratège et qui ait la capacité de mettre... Surtout qu'il faut bifurquer par rapport au modèle de production aujourd'hui pour résoudre la catastrophe écologique. Bon. Et pas arrêter de dire bon, on verra bien le résultat à l'arrivée. Enfin, vous avez peut-être vu les dernières enquêtes sur le réchauffement climatique. Pendant longtemps, on a cru que ça, on disait c'est les droits des générations futures. Les générations futures, ça va, c'est très vague. Mais c'est pas les générations futures qui sont concernées. C'est nos enfants et beaucoup d'entre nous. Le réchauffement climatique, avec des effets considérables en termes de catastrophes, etc., de crise alimentaire, de montée des eaux, de villes côtières submergées. Les dernières études, c'est 2060. Là, je vous parle il y a déjà des effets aujourd'hui, notamment sur les crises alimentaires. Donc, il faut des politiques qui sortent d'un modèle qui conduit à cette catastrophe. Et dernier point, bon, sur ce que tu disais sur les erreurs ou la lutte des classes. Bon, les erreurs, je sais, comment dire, moi j'ai pas un scanner dans la tête des uns et des autres. Je pense que il y a un certain nombre sans doute de ministres ou de responsables politiques qui trouvent qu'ils sont très contents là où ils sont et quand ils vont au dîner du siècle ou quand ils rentrent chez eux avenue de Breteuil, ils discutent avec leurs voisins. Bon, il y a une forme de ce que tu disais, d'oligarchie, d'entre-soi, des milieux sociaux qui profitent de ces politiques-là. Mais dans la masse des électeurs de gauche et des électeurs qui ont voté Parti Socialiste, ça fonctionne encore parce que là, par contre, il y a ces raisonnements erronés. Il y a ces idées fausses sur l'austérité, ça va nous permettre de réduire la dette, la compétitivité, ça va fonctionner en serrant la ceinture, on va mieux y arriver, toutes ces bêtises. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas de convaincre Cahuzac. Quand on débat avec lui, c'est pas pour convaincre lui. C'est pour convaincre les gens qui ont voté pour lui
et qui vont entendre dire que la lutte des classes, ça n'existe pas, parce qu'il y en a un certain nombre qui pensent que ça existe, et pourtant ils ont voté pour lui. Bon, c'est ça qui nous... C'est ce débat qui éclaire les citoyens, c'est eux qui doivent, à un moment donné, exercer le pouvoir. Mais effectivement, quand il dit que la lutte des classes, ça n'existe pas, c'est tout à fait symptomatique, parce que ça efface un dernier point sur lequel, dont j'ai pas parlé, mais qui revient avec la question de l'accord MEDEF, c'est que quand cette crise arrive, bon, on n'est pas dans une, je sais pas, une partie de cartes entre gens de bonne compagnie, puis on dit pousse, on arrête, on reprendra le jeu quand on aura réglé l'incendie, colmater les fuites, bon, et pendant ce temps-là, tu regardes pas dans mon jeu, on se fait confiance et on peut laisser nos cartes cachées sur la table. On n'est pas dans cette situation, les affaires continuent. Les affaires continuent, même pendant la guerre, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les affaires ont continué. Hein. Et le patronat français a continué à faire des affaires pendant que des gens se faisaient tuer pour résister. Ils ne se sont pas arrêtés un seul instant. Ce que je dis là, c'est pas un propos... J'entendais à la radio l'autre jour, il y avait Jean-Luc qui était interrogé, qui faisait remarquer que Renault, ça avait été nationalisé parce que la famille Renault avait collaboré. Le journaliste croyait malin de dire « Ah, bah, quand même, maintenant vous allez nous dire que tous les patrons ont collaboré. » Bon, je rappelle juste que quand De Gaulle avait vu la délégation patronale après 1945, il avait déclaré, De Gaulle, hein, je sais pas, il avait dit, bah, messieurs, je vous ai pas vu beaucoup à Londres. Bon. Donc ça a été massif. Bon. Donc ça continue. C'est le système, c'est sa force. Ça s'arrête jamais, ça tourne, on fait du profit, des affaires. Ça s'arrête pas. Donc eux, ils n'ont pas arrêté leur offensive. Donc Madame Parizeau, elle dit pas pousse dans la lutte des classes parce que Cahuzac n'y croit pas. Elle pousse. Elle dit je continue, j'en veux plus. Et elle se saisit de la crise pour faire avancer ces politiques. Partout en Europe, vous avez des politiques d'austérité qui sont imposées par l'Union européenne et par le traité TSCG. Officiellement, les politiques d'austérité, c'est moins de dépenses publiques parce qu'il faut rembourser les banques. Bon, c'est ça officiellement. Mais vous avez peut-être tous entendu, dans les politiques d'austérité, il y a on baisse le salaire minimum. Quel est le rapport avec le remboursement des banques? Quel est le rapport avec la dépense publique? Bon, sauf pour les fonctionnaires qui sont payés au niveau du SMIC, mais c'est... Où on explique on va faciliter les licenciements. Quel est le rapport avec le budget de l'État de faciliter les licenciements? Il n'y en a pas. Le rapport, c'est la lutte des classes. Le rapport, c'est que le capital saisit cette occasion et saisit le fait d'avoir des gouvernements qui sont à son service pour pousser l'avantage et mettre les salariés sur le reculoir. Et faire ce que fait le patron de Renault à propos des accords de compétitivité. Il est d'abord allé voir les Espagnols, il leur a dit si jamais vous n'acceptez pas de travailler plus en étant payé moins, on mettra la production en Roumanie. Et les Espagnols se sont avalés, avec un taux de chômage qui a explosé. Donc ça fait une pression sur les gens. 25% de chômage dans le pays. Donc on dit, bon, on déconne pas, on essaie quand même de garder l'emploi qu'on a, même s'il rapporte moins, même s'il faut travailler plus. Bon. Une fois qu'il a obtenu ça, il retourne en France et il dit, bah, les Espagnols ont accepté ça, vous ne pouvez pas faire moins, bon, etc. Ils font la tournée quand il aura fini en France, je peux vous dire, en Allemagne. Mais il n'a pas d'usine en Allemagne, si, un peu. Bref, c'est de la lutte. C'est de la lutte. C'est la lutte qui mène, c'est pour ça qu'il y a des syndicats. Donc ils ne se sont pas arrêtés. Donc l'idée que comme c'est la crise, on va mettre les syndicats, patronaux, salariés, ensemble, et puis la lutte des classes n'existe pas, ma bonne dame, et ils vont se mettre d'accord. Mais ça, c'est un... Au mieux, c'est une erreur de première année de gauche. Quoi. Au pire, c'est un coup de poignard dans le dos. C'est d'organiser, quand la situation est la plus difficile pour les travailleurs, quand la pression est la plus forte, d'organiser les conditions les plus favorables pour que le patronat obtienne ce qu'il veut. C'est ça. Et quand on est un gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il disait Hollande? Il disait, vous êtes obligés de vous mettre d'accord. Vous devez vous mettre d'accord, parce que sinon, j'ai une loi. Mais il aurait pu dire ce qu'il y avait dedans. Imaginez qu'il ait dit, sinon j'ai une loi qui interdit les licenciements boursiers. Ben, ça aurait renforcé la partie syndicale d'une manière considérable. Ils auraient pu tenir la dragée auto-BDF, en disant BDF, ah, mais si vous ne signez pas, de toute façon, vous aurez la loi qui interdit les licenciements boursiers. Pourquoi il n'a pas dit ce qu'il y avait dans sa loi? Pourquoi il n'a pas donné comme ça des éléments pour le rapport de force? À ce moment-là, tous les syndicats auraient signé si ça avait été un bon accord. C'était ça son objectif. Il avait dit, mon objectif,
c'est d'avoir, au début, hein, après il a compris qu'il ne l'aurait pas, c'est d'avoir un compromis historique entre le MEDEF et la CGT. Bon, bah, il aurait eu la signature de la CGT s'il y avait eu l'interdiction des licenciements boursiers, et si c'était vraiment ça son objectif. Bon. Donc là, il y a vraiment une manière de faire qui est une entourloupe et qui vise à faire accepter aux salariés quelque chose qui a été dicté par le patronat en ayant créé les conditions les plus favorables pour lui. C'est la même chose, encore, on a beaucoup parlé de Renault, mais ça c'est un tropisme aussi géographique qui veut ça. C'est la même chose que je voyais aujourd'hui. Montebourg a déclaré qu'il fallait accepter le diktat compétitivité emploi de Gaulle. Il a demandé aux... Les mêmes qui vous disent nous, ce qui compte, c'est le dialogue social, c'est ça qui compte, on ne veut pas s'en mêler. On demande même aux députés de ne pas modifier l'accord, de se contenter, comme si on les mettait entre parenthèses et que dans l'entreprise, il n'y avait pas de loi, c'était la loi du plus fort. Contentez-vous de recopier ce qu'il y a dans l'accord, ne changez rien parce qu'il ne faut pas empiéter sur le dialogue social. Le même intervient dans la discussion entre Ghosn et les syndicats et les salariés pour dire aux salariés de Renault il faut que vous acceptiez, c'est quand même pas terrible ce qu'ils vous demandent. Mais c'est un comportement au service du patron de Renault, de se comporter de cette manière-là. Bon. Donc moi je pense que là-dessus, il y a une grosse bagarre sur la question de cet accord, qui est un accord calamiteux. Certains, comme le diront après moi, en tout cas je vous y invite pour qu'on mette en partage les arguments pour démonter cet accord. Moi, je me suis surtout insisté sur la méthode. Vous comprenez qu'avec une mesure pareille, on n'a pas un bon accord à l'arrivée, et on peut y arriver parce qu'effectivement, c'est un accord minoritaire. Les syndicats qui l'ont signé, ils ont leur raison. Moi, je ne critique pas les syndicats. Voilà, à titre personnel, j'adhère au syndicat que je veux, mais que là, comme responsable politique, je ne me mêle pas de la politique syndicale. Mais c'est vrai dans les deux sens. Hein. J'ai quand même un avis sur la loi sociale de mon pays. Mais je constate que c'est un accord minoritaire. Les syndicats qui n'ont pas signé représentent la majorité des salariés. Donc même d'un point de vue de la démocratie sociale, c'est pas normal qu'un accord pareil s'applique. S'il avait été signé 2 mois plus tard, il ne s'appliquait pas. Parce que normalement, à partir d'avril, ou 3 mois plus tard, à partir d'avril, il faudra, pour qu'un accord soit valide, qu'il y ait des représentants majoritaires des salariés qui aient signé. Donc c'était aussi créer des conditions plus difficiles pour les salariés et plus facile pour le patronat. S'ils avaient attendu 3 mois, cet accord ne pouvait pas être signé sans qu'au moins la CGT ou l'FO soient d'accord. Et s'il avait fallu la signature de la CGT ou de l'FO, je ne dis pas que l'accord aurait... Si à jour, j'aurais pas été d'accord, j'en sais rien. Mais l'accord aurait été meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Ou moins mauvais. Bon. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune raison d'accepter qu'un accord pareil s'applique. Il va y avoir une belle bagarre qu'on va mener largement contre sa transcription. Et je pense qu'on peut marquer des points, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et si vous êtes capable de repérer où se situent vos députés, bon, ici chez vous, vous n'avez pas beaucoup de députés de gauche, ça vous pense. Et ben, il faut les coincer dans un coin parce qu'ils sont malléables sur cette question. Oui, ben ça m'offre le sens de... François a dit beaucoup de choses, hein, le sens de ces assemblées, c'est aussi d'avoir aussi des initiatives locales quoi, qui visent nos députés. Alors nous, on en a un en particulier qui a eu pendant longtemps un discours de gauche, plutôt, du Parti Socialiste, qui est étrangement muet sur tout ça en ce moment. Bon, c'est aussi l'occasion d'aller lui dire, parce que vraiment, j'ai noté beaucoup l'inquiétude très forte qui s'exprimait chez le syndicaliste tout à l'heure quant à cet accord et la perspective qu'il passe dans la loi. C'est vraiment... on a mis cette soirée sous le signe d'emploi, mais on nous dit que c'est pour qu'il y ait plus d'emploi, mais c'est le contraire, parce que c'est un accord qui vise à ce que les salariés acceptent d'une manière durable, moins de droits, d'être moins payés, parce que c'est la généralisation du chantage à l'emploi avec les fameux contrats emploi-compétitivité, mais c'est aussi qu'il n'y aura plus possibilité du tout de refuser la mobilité, c'est l'invention du CDI intermittent. Alors, on se demande ce qu'il a de CDI d'ailleurs, puisque c'est le patron qui décide quand on travaille, quand on ne travaille pas. Enfin, tout est un avenant, quoi. C'est vraiment...
faut vraiment tout faire pour faire capoter ce truc-là. Maintenant, c'est un petit peu tard pour les budgets, c'est un petit peu tard pour le crédit impôt, parce que c'est des choses qui sont déjà en vigueur. Maintenant, c'est dans quelques semaines, mais pour l'instant, c'est pas en vigueur. On peut beaucoup monter là-dessus. Et après, notre campagne, elle vise aussi à certains moments à faire revenir sur les décisions qui ont déjà été prises. D'ailleurs, une des grandes volontés des gens qui ont voté pour la gauche, c'était aussi qu'on revienne sur tout un tas de mesures qui ont été prises par la droite sarkozyste. Et pour l'instant, il y a un certain nombre d'éléments aussi qui nous sont présentés comme pas touchables. Il n'est plus du tout question de revenir dessus, si toutefois il l'avait été avant. Donc il y a cet aspect-là qui m'a pas mal touché. J'ai vu qu'il était pas mal question aussi de nationalisation. Alors en même temps, il n'y a pas que la nationalisation, il y a aussi le droit de reprise par les salariés. Mais on voit bien que ça ne s'applique pas forcément aux mêmes entreprises dans les mêmes secteurs. Et je crois que la nationalisation, elle a été réévoquée par le gouvernement comme une nationalisation sanction. C'est des choses qui ont existé après la guerre. Il y a aussi, on l'a évoqué avec Renault, mais il y a aussi pendant une période, ça c'est, je ne sais plus qui en a parlé, la nationalisation pour remettre des entreprises qui faisaient des pertes, pour leur faire à nouveau les rendre plus opérationnels. Et là, je crois qu'on doit aborder une nouvelle phase. C'est une nationalisation de projets. Une nationalisation de projets dans les secteurs qui sont stratégiques, en particulier pour la transition écologique. C'est-à-dire dans des domaines où la production est complètement éclatée à travers le monde entier, où on fait venir des pièces de tout un tas d'endroits avec des tas de circuits longs, etc. Là aussi, il faut nationaliser, stratégie. Alors, je parle, la sidérurgie, ça me paraît une évidence, parce que la sidérurgie, rien que dans la quantité d'acier qu'il peut y avoir, ne serait-ce que dans la construction, on a besoin de construction de logements, donc là on a bien quelque chose de complètement stratégique, mais c'est vrai aussi dans l'automobile pour d'autres raisons. Donc voilà, ça c'est des questions qui se posent. Et puis je voudrais revenir sur la question de l'urgence et peut-être en ajouter deux autres. Alors je ne sais pas si je vais les nommer. Je pense qu'il y a aussi une urgence démocratique. Parce que si on laisse faire ça, on laisse se réinstaller l'idée que finalement la politique pour rien. Et finalement les gens se replient sur soi. Et au bout d'un moment, comme c'est plus soutenable, on va chercher à savoir qui pourrait plus déguster que nous, et on est sensible au discours de division. Sarkozy en avait fait toute une politique, de poser les uns aux autres. Ça c'est moins visible aujourd'hui, c'est peut-être un des changements, mais au bout d'un moment ça va revenir. On va finir par nous opposer les uns aux autres, ça va donner du grain à moudre au Front National, on va opposer les gens plus précaires par rapport à ceux qui sont moins dans leur statut, ceux qui sont arrivés plus récemment sur le territoire national, ils auraient peut-être moins de droits, etc. Enfin, on réalimente le racisme, on réalimente le vote FN, qui en plus est complètement démago en ce moment, puisqu'il se présente par exemple comme opposé à l'accord, mais en même temps il vote des amendements à l'Assemblée qui vont tout à fait dans le sens ils ont quand même 3 députés, c'est intéressant de regarder ce qu'ils votent et de le mettre en opposition avec le discours pseudo-social de Marine Le Pen. Donc je crois qu'il y a cette urgence démocratique, et puis je dirais qu'au-delà, alors là je ne sais pas si c'est une urgence, mais c'est y compris une question civilisationnelle. Parce que quand on est quelque part dans la société, mais qu'on est corseté entre d'un côté les exigences de dépenses, de réduction de toutes les dépenses publiques utiles, de réduction salariale, et qu'en même temps, le seul but de sa présence dans l'entreprise, c'est de permettre soit de faire des économies quand on est dans le public, de plus en plus, soit de permettre un taux de rentabilité qui est de 15%. Il y a la question du sens du travail, et je pense qu'actuellement, il y a énormément de souffrance au travail, il y a énormément de gens qui perdent de sens, qui n'ont pas envie d'aller au boulot, etc. Et je pense que si on inverse cette logique pour aller justement vers des véritables projets,
cette alternative à l'austérité, elle est aussi porteuse d'un autre modèle de développement, d'un autre modèle de production, de consommation, et ça redonnerait beaucoup de sens à tout ce qu'on fait dans la société, à commencer par le travail. Merci. Alors on arrive vers 22h30, donc je propose qu'on s'arrête là, parce que 23h pile, le gardien vient tout fermer et tout, et il n'y a pas de raison qu'on le retienne. En plus, ça va nous laisser un petit peu de temps pour échanger, pour les tables, les livres, etc. etc. Juste avant qu'on se quitte, une petite annonce qu'on a transmise. Prochain débat du Front de Gauche aura lieu localement à Saint-Rémy-les-Chevreuses, le mercredi 27 mars, à l'ancienne mairie. Le thème, c'est contre l'austérité, pour l'emploi, l'industrie, pour les salaires, et les intervenants, Éric Coquerel, qui est secrétaire national du Parti de gauche, et... C'est écrit très mal, Jean-Christophe. Il doit être autre chose également. Non, c'est pas ça, c'est entre parenthèses, tu m'as mis... Ah, il est conseiller régional lui aussi, d'accord. Et en dessous, Clément Ortega, que je connais, j'aurais su lire, Clément Ortega, donc, qui est responsable départemental du Parti communiste et également conseiller régional. Donc, je répète, c'est le mercredi 27 mars à l'ancienne mairie, ça doit être à 20h30, j'imagine. Voilà, comme toujours. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et voilà. Oui, tu as encore une autre annonce. Non, oui, c'est une annonce. C'est plutôt une proposition que je fais, puisqu'on a parlé d'intervention auprès des députés locaux. Je pense qu'il ne faut pas intervenir qu'auprès du député de gauche, mais de tous les autres aussi. Et puisqu'on a les coordonnées un petit peu de tout le monde, eh bien, on va peut-être vous faire une proposition. Ce sera d'envoyer une lettre commune par Internet ou autre à ces gens-là. Donc là, on pourra faire une action sur le plan local. Et au besoin, si on a le temps, sur le marché, on sera présent, on fera signer une pétition que l'on déposera auprès d'eux. Un autre point, qui est non moins important, c'est que nous n'avons pas gagné au loto cette année. On a joué, mais on n'a pas gagné. Donc, à votre disposition, il y a une boîte à la sortie. Alors, si vous avez quelques piécettes, alors pas jaunes, parce que ça, vous les gardez pour la femme à l'homme qui aime les têtes de veau, mais vous nous mettez des pièces d'une couleur un peu différente ou des petits billets qui gênent de toute façon dans vos poches. Et si des gens ne sont pas persuadés de l'effet néfaste de l'accord qui a été signé le 11 janvier, je tiens à leur disposition l'accord complet avec l'analyse des conséquences de cet accord. Et on verra que ce n'est pas quelque chose qui est uniquement pour maintenant, mais c'est pour l'avenir. Et d'autre part, ces opérations étaient aussi prévisibles puisque le patron des Allemands, des patrons allemands avait dit que finalement, en France, on avait un contexte politique aisé qui permettait de faire ce genre de réforme. Et autre chose, Non. Autre chose, une seule chose, Oui, c'est les conséquences, parce qu'on n'a pas touché un mot, je crois que là, moi, ça me sort un peu par les oreilles, c'est l'austérité dont on parle. Les conséquences, c'est la misère que ça entraîne, et les difficultés pour les gens. La Commission européenne vient de sortir son rapport sur l'aggravation de l'austérité, l'aggravation de la misère et du chômage. Et ça devient véritablement une catastrophe. Et on le ressent aussi à Morpok, qui se considère comme une ville semi-bourgeoise. Et il y a des conséquences énormes. Et ces conséquences seront d'autant plus importantes que les budgets communaux, locaux, régionaux, etc. vont subir des pressions. Donc il faudra se battre pour augmenter les budgets sociaux des communes, etc. Donc ça, on en reparlera parce que dans le dernier bulletin municipal, il y a 2 ou 3 petites choses qui m'ont chagriné. Mais ça, on en reparlera sur mon point. Merci Jean-Claude. Il n'y a pas de quoi. Bon.
histoire de l'adresse au député. Je pense que Bah, il faut qu'on voie ce qu'on peut faire de... faire un truc en collectif pour l'hygiène. Bah oui, déjà où on envoie ou par mail. Je veux bien un rapport, mais par contre, vous en avez plusieurs ou pas? Non. Ah. Alors, est-ce que je peux la avant parce que bah, sinon, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Oui. C'est l'étude de ce rapport, c'est entre autres à la Fondation Copernic. Oui. Donc là, on peut le trouver sur le site de la Fondation Copernic. C'est fondationcopernic.org. Bah, je le rechercherai. Parce qu'il y a pas mal. Et le compte-rendu de l'accord, je pense qu'on l'a dans des liens. D'accord. Alors, c'est Fondation Copernic. Copernic, oui, on va retrouver en moteur de Copernic, recherche. oui. D'accord. Ok. Parce qu'il y a eu plusieurs, il y a eu des analyses de la par la CGD, ça se recoupe parce qu'en général... D'accord, donc là il y a le rapport et la... Voilà, et la... alors ça, le compte rendu, l'accord complet, c'est un lien, il y a un lien. D'accord, ok. Hein. Sinon... je vais y aller, j'irai sur le... Sinon, moi, mon... En théorie, on peut l'amender encore, arrêter. Oui, parce que si c'est la loi, si c'est une loi qui passe, là, ça sera aux députés de dire on veut pas. En fait. Je suis CFDT et au sein des UD, ils ont demandé de remonter toutes nos remarques. Ah oui. On commence seulement, les gens de terrain comme moi, à s'imprégner du texte. Bien sûr. On commence à remonter seulement. Ah oui. Parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Non, appréhender, t'as les points positifs qui sont mis en avant, c'est la mutuelle, etc. T'as tous les plans de facilité de licenciement. Après, c'est tout le côté. T'as le droit inférieur en cas de licenciement, enfin, t'as beaucoup de choses qui commencent à monter, mais j'espère que ça va remonter suffisamment haut. Parce qu'ils ont mis le point sur effectivement, la mutuelle, etc. Mais encore, c'est pas sûr, parce que il va y avoir des accords à venir Ce qui est dérangeant plus dans l'accord, en fait, c'est d'être soumis à des arrangements syndicaux locaux, mais si les syndicats sont inexistants, faibles, corrompus... Les gens vont se faire... Pardon. Voilà. Ils vont se faire avoir. Le problème,